c'est bien pour nous. C'est ça l'honnêteté, en fait. C'est de se dire, je fume parce que ça m'apporte ça, ça m'apporte ça, ça m'apporte ça. Et j'en suis là, je ne sais pas faire autre chose. Et j'ai envie de quoi? Être honnête, c'est se dire aussi, j'ai envie de quoi? Moi, personnellement. Parce que le changement, il n'est que individuel. C'est la personne qui change. Les changements sous contrainte, ça n'existe pas. Ou alors, à condition que la personne, sous contrainte, s'empare du changement pour son propre compte. Et ça passe toujours par une démarche personnelle. C'est ça, être honnête. Être honnête, au fond, c'est de cesser d'être dans le déni. Dans le déni, donc dans cette peur du changement, en fait. Je n'aborde pas le changement parce que ça me met trop en péril, parce que ma foi, j'ai pas de problème, moi. J'ai pas de problème, je picole, je clope, mais... Mais on pourrait dire, dites-moi si c'est faux ou pas, on pourrait dire qu'il y a un système de croyance qui en quelque sorte demande à être changé, parce que ce que je m'aperçois dans ce que vous êtes en train de très bien expliquer, c'est que ce comportement addictif, il est basé sur des croyances sur ce que c'est le plaisir pour la personne. Absolument, vous avez raison. On a parlé de mémoire du cerveau, de cartographie, et c'est vrai que le cerveau, le mental, a enregistré certaines expériences et avec le produit, et il a instauré ce que j'appelle une croyance, effectivement. C'est-à-dire, je crois que fumer, c'est convivial. Je crois que fumer, c'est indispensable pour faire une pause. Je crois que fumer, c'est vraiment un bon outil pour le stress, pour gérer le stress. Je crois que fumer, c'est un plaisir inégalable en buvant mon café, des choses comme ça. Et c'est de l'ordre de la croyance, mais une croyance figée. Figée et qui est agissante en même temps, puisqu'elle conditionne des automatismes. Tout à fait. Donc, ce que les gens appellent des habitudes. Mais ces habitudes-là ont pour fonction ce que je viens d'énumérer en réalité. D'accord? Donc, c'est de l'ordre de la croyance. Et si vous voulez, le changement, c'est de se dire aussi, je vais voir si c'est vrai tout ça. D'accord. Et de se confronter. De se confronter. De se confronter. D'être dans le moment présent. D'être dans le moment présent. Et donc là, je voudrais savoir votre avis. Il y a un psychiatre brésilien que dans sa thèse de son doctorat, aujourd'hui c'est quelque chose qui est un peu étudié dans les universités au Brésil, donc il a développé... Il a créé un concept qu'il appelle le SPA, le syndrome de la pensée accélérée. Et donc... en relation avec ce qu'on est en train de parler, lui, il dit que les gens, ils ont beaucoup du mal à écouter leur corps parce qu'ils sont trop dans leurs pensées. Comment vous voyez ça, Dr Dany? Je crois qu'il a raison, effectivement. Les gens n'écoutent pas leur corps, ils écoutent leurs pensées, leurs croyances, qui génèrent des automatismes, et ils sont convaincus, c'est ça la force de la croyance, la force de la pensée, ils sont convaincus qu'en dehors de ce comportement-là, il n'y a que du déplaisir. Que des difficultés. Alors que le corps leur demande de changer, mais le corps leur demande de changer à travers une souffrance. Oui, oui. Et c'est caractéristique quand même de... Ce qui est intéressant au fond, c'est que les gens essaient de changer, parce que quand ils essaient, ils font toujours des expériences correctrices. Et le corps leur parle notre langage. D'avoir essayé d'arrêter de fumer, d'avoir essayé d'arrêter de boire, c'est générer une expérience différente qui peut être utile et récupérée au moment du changement lorsque celui-ci advient. Mais ça passera toujours par le langage du corps. Donc, si je peux bien faire la liaison, vous êtes en train de me dire, ou en tout cas, moi je suis en train de le comprendre comme ça, qu'une façon qui va permettre de changer les croyances, c'est faire l'expérience. Faire l'expérience. Ah, il y a une double expérience qui se produit. Je prends un fumeur, par exemple, je pourrais prendre n'importe quel produit. Le fumeur fait une expérience. Il dit que, tiens, je vais voir, dans ma voiture, je ne fume plus, par exemple. Je ne vais pas fumer parce que je vais voir comment ça se passe. Si le trajet me semble plus long, si je m'ennuie, il va écouter donc sur Radio Doc, sur son parcours. Oh, ouais, et là, il découvre tout d'un coup qu'il n'a plus besoin de cigarettes. C'est miraculeux, Radio Doc. Il a pris beaucoup de plaisir à écouter M. Poupa, M. Almeida, Dr Dany. Et il se dit, tiens, j'ai donc pas besoin de cigarettes. Et ce faisant, en ne fumant pas, son corps fait aussi une expérience. C'est-à-dire qu'il fume moins, il sera peut-être qu'il aura un meilleur sommeil, peut-être qu'il aura moins fatigué. Je vous comprends, mais pour qu'on puisse apporter encore plus à notre audience, cet exemple, le conducteur,
là, il est en train d'écouter La vie devant soi. Donc, en plus, le sujet, il fait l'expérience de ne pas fumer dans sa voiture. Oui. Mais demain, il y a le corps qui va l'appeler, il y a la mémoire qui va l'appeler. La mémoire, pas le corps. La mémoire, parce que son corps était ravi. Son corps était ravi, mais il y a sa mémoire qui va... Il y a une espèce de... Dans le changement, il y a une espèce de confrontation entre le mental et le corps qui est prodigieuse. Ah, voilà, c'est bien là que je voulais en venir. Il y a un combat. Donc, il y a un combat entre le corps et le mental. Et moi, j'invite les personnes à être spectatrices de ce combat. D'accord. À être l'observateur. L'observateur de ce combat. OK. Ah. Mais et là, sans être certainement, moi, je connais ça aussi, donc je connais aussi votre travail. Mais là, quand on est confronté à cette expérience d'être spectateur, d'observer ce qui se passe, oui. Il y a des moments qui se génèrent une certaine angoisse, hein, une certaine dissonance cognitive. Bien sûr, et c'est là que c'est important que les sujets ne s'interdisent pas, le comportement en question. Pour pouvoir, c'est un peu paradoxal ce que je veux dire, mais c'est très important, pour que l'expérience se déroule, le sujet ne doit pas s'interdire d'avoir le comportement. Donc ça, je pense que c'est très très bien de le répéter. Pour que... Voilà, parce que s'il est autorisé à prendre le produit, il peut ne pas le prendre et faire l'expérience correctrice. Donc il commence à développer ce qu'on appelle en neurosciences les neurones miroirs, ce qui vont permettre de faire les choix, des nouveaux choix, de choisir des choses différentes. Pour développer des nouvelles croyances. Absolument. Voilà, on parle aussi de pensée alternative dans ce cas-là. Voilà. Oui, de pensées alternatives qui vont se construire au fur et à mesure de l'expérience, que l'expérience se produit et au fur et à mesure que le processus de changement se déroule. Et il y a les deux en même temps. C'est-à-dire que je vais visiter mes croyances, mais en même temps, je vais écouter ce que mon corps me dit et ce que mon cerveau aussi me dit de cette expérience-là. Le cerveau, il n'est pas têtu non plus. Hein. Il peut entendre que ne pas fumer en prenant son café, ça peut être bien pour le goût du café. Hein. Il peut très bien enregistrer il y a une certaine association. Que le café est meilleur quand on ne fume pas. Donc, le cerveau, il n'est pas rétif. Hein. Mais il y a ce double processus, en fait. Hein. C'est-à-dire, je vais visiter mes croyances et en même temps, j'écoute mon corps. Et je suis spectateur de cela. Et je suis guidé par mon désir quand même, mon désir de changement, qui n'est pas, je le répète, d'arrêter de fumer, d'arrêter de boire, d'arrêter de manger. Oui, c'est de prendre plus de plaisir, de se sentir plus libre, d'avoir plus de souffle. Mais si on continue dans ce chemin, vous êtes en train de proposer une espèce d'approche basée sur le taoïsme ou le bouddhisme. Je sais pas. Je sais pas, c'est une approche paradoxale en tout cas. Et c'est vrai que le modèle auquel je me réfère, qui est le modèle de Palo Alto... Donc Palo Alto, c'est une université... américaine. Américaine. Oui. Qui a c'est partie de la systémie, hein, de l'école de la systémie. Et ils ont mis en jeu le paradoxe. Effectivement, vous notez le paradoxe dans ma démarche. Hein. C'est-à-dire que vous pouvez, dans tel contexte, vous pouvez ne pas fumer, mais vous pouvez le faire aussi. Mais quoi que vous fassiez, c'est une expérience que vous faites. Voilà, vous êtes spectateur du comportement que vous avez décidé d'avoir, mais soyez vigilants, c'est tout. Moi, je demande toujours aux personnes de ne jamais utiliser la volonté, mais toujours la vigilance. Il y a un postulat, je pars d'un postulat, c'est que les personnes finissent toujours par faire ce qui est de mieux pour eux. Ça, c'est très intéressant. Donc, ce postulat, je voudrais le faire remarquer à l'audience, on termine toujours pour faire ce qui est le mieux pour nous. Voilà, mais c'est vrai à condition que l'objectif soit bien posé, comme on l'a spécifié au départ. C'est-à-dire que je n'arrête pas de fumer. Mais je veux être libre. Mais je veux être libre, je veux respirer, etc. Donc, au fur et à mesure que le processus de changement se déroule, est-ce que cet objectif-là est en voie de réalisation? Est-ce que je retrouve mes billes? Est-ce que mon désir est là? Est-ce qu'il s'accomplit? Donc, si je peux résumer, docteur Danis, c'est, on va dire, la personne, elle a envie de fumer. Et donc, ce que vous l'invitez comme ça, en parlant de cette addiction, c'est là vraiment envie. Elle peut fumer, donc elle ne doit pas s'empêcher de fumer. Elle doit juste être présente, observer l'acte de prendre la cigarette. Avec bienveillance. Avec bienveillance. Avec bienveillance.
Et à un moment donné, elle va décider de faire l'expérience. Bon, tiens, normalement, j'aime bien fumer après manger. Voilà. Et là, je vais faire l'expérience de ne pas fumer, voir ce qui se passe. Mais je peux prendre la cigarette à tout moment. Mais si je veux, je Voilà, peux. Donc, absolument. je ne suis pas dans Absolument. Je ne suis pas dans l'obligation. Dans l'obligation. Je suis dans une expérience qui se déroule. Et quoi que je fasse, c'est une expérience que je vais noter, que je vais observer. Mhm. Mais c'est ça que je voudrais revenir tout à l'heure. Donc, si on sait qu'aujourd'hui, la société, même parce que la vie, elle est comme ça, l'humanité, elle est comme ça, donc le mental, il est très actif. Donc, la personne, elle a quand même du mal, la plupart des gens, à écouter son corps. Parce qu'ils sont trop dans la pensée, dans la croyance, dans le acheter ça, aller faire ça. Moi, je remarque que les gens, pour changer, ils affrontent durement les choses. C'est-à-dire que ce qui me frappe, c'est que, par exemple, prenons toujours le tabac ou peu importe le produit. Prenons le tabac comme exemple. Je dois arrêter de fumer. Qu'est-ce qui se passe quand la personne dit « j'achète plus de cigarettes » ? Elle crée du manque. Mm-hmm. Oui. Donc c'est très désagréable le manque. Le manque à la fois sur le plan physique, mais aussi sur le plan psychocomportemental. Mm-hmm. Et quel est le grand libérateur de l'histoire, là ? C'est une bonne question. C'est la cigarette. Oui. C'est la cigarette qui peut réjouir le sujet. Mm-hmm. Et donc, ça explique bien la rechute. Et oui. le sujet, en refumant, il se fait du bien, incontestablement, puisqu'il s'est fait du mal dans sa démarche. Parce qu'il s'est empêché par sa volonté, il a utilisé sa volonté pour... La volonté. Et vous me disiez tout à l'heure, en voix off, c'est le langage qui crée la réalité. Mm-hmm. Regardez. Tout à l'heure, j'ai parlé de la cigarette ou de l'alcool, peu importe le produit, ou de la nourriture, comme un bienfait que le sujet se fait. Et ce bienfait, il peut le connoter. Il peut dire, moi, je fume, je bois, je mange dans tel contexte. Et dans tel contexte, je ressens du plaisir. Mm-hmm. Regardez comme le produit, via le cerveau, nous parle de plaisir, de désir. Et regardez comme le fait d'affronter un changement avec la volonté est un langage totalement différent. C'est-à-dire, je ne dois pas, le langage de la culpabilité, de l'injonction. C'est pas possible, ça. On ne parle pas au désir sur ce ton. On ne peut parler au désir que par un autre désir. C'est le bon langage. Et on crée ainsi une autre réalité, la réalité du changement qui peut s'opérer. Je vous suis très bien. Juste pour clôturer peut-être cette question, est-ce que dans votre expérience, quelles sont les approches que vous pouvez citer pour changer les croyances ? Donc aujourd'hui, la personne qui veut travailler sur un changement de croyances, donc là vous avez parlé d'une façon très claire, c'est le vécu, être dans le moment présent, l'observation de son comportement. Mais est-ce qu'il y en a d'autres façons, d'autres approches pour changer des croyances, on va dire limitantes, en tout cas qui nous apportent plus de plaisir? Il y a probablement d'autres approches, mais c'est difficile. Je n'ai pas plusieurs cordes à mon arc et je ne sais pas. Mais je pense qu'il y a d'autres approches, oui. Je pense que dès l'instant où on pose bien le problème, on peut avoir des approches différentes. Mm-hmm. Mais à condition que ce soit des approches bienveillantes et qu'elles participent, qu'elles aident le sujet à faire des expériences correctrices. Après, je crois qu'il peut y avoir toutes sortes d'approches. Je crois effectivement... Bon, moi, j'ai un peu entendu parler de l'hypnose, qui est aussi cette façon de lâcher prise devant le problème pour que le changement s'accomplisse. C'est intéressant. Mais il y en a d'autres, probablement. Il y a plein de modèles psychothérapeutiques qui sont basés sur le lâcher prise. Et, mon Dieu, ça peut conduire au même résultat. Et donc, cette expérience correctrice, comme vous disiez, est-ce que le temps que ça va prendre pour que la personne, effectivement, elle puisse se reconstruire, se revisiter ses croyances et créer une nouvelle croyance sur son comportement, est-ce qu'il y a un temps déterminé que des études ont démontré ou ça dépend de la personne? Comment vous voyez ce délai entre commencer à faire l'expérience et réussir à remplacer l'ancienne croyance de que quand je fume, je stresse moins. Après, la personne s'aperçoit que c'est faux. Elle stresse même plus quand elle fume parce que ce qui se passe dans son corps. Mais est-ce que le temps entre commencer à avoir cette expérience correctrice et effectivement faire la correction dans sa croyance par l'expérience de son corps, est-ce qu'il y a un temps pour ça? Non.
Non, je crois qu'il y a l'observation du sujet, sa vigilance, sa capacité à observer ce qui se passe et à être prêt à le réaliser surtout. Mais il n'y a pas de temps, ça peut aller très vite. Ça peut aller très vite chez les sujets qui sont très vigilants, très, très intéressés par le changement, par d'autres formes de plaisir d'être. Je crois qu'il n'y a pas, c'est une histoire personnelle là aussi. Et je voudrais souligner un fait aussi. C'est l'attitude du corps médical par rapport aux addictions, et par rapport à ce qu'elles ont d'organiquement délétère, les addictions. Les médecins ont la croyance que, parce que le malade a l'information, vos artères se bouchent, ou votre foie est mal en point, etc., ils ont la croyance que le patient est prêt au changement. Et ces messages qui sont délivrés sur les paquets de cigarettes, le fumer tue, etc., tous ces messages diffusés sur les ondes aussi, sauf sur Radio Dog, j'espère. Ces messages sont diablement contre-productifs. Je crois que, paradoxalement, c'est pas intégré par les patients. Vous voyez, on parlait de langage tout à l'heure. Le patient qui fume parce qu'il pense que ça lui fait du bien, quand on lui raconte que ça bouche ses artères, il n'est pas en lien avec l'idée de changer. Il accepte cette théorie, il accepte la vision du corps médical, mais pour lui, c'est rarement un moteur de changement. Oui, j'ai remarqué ça, oui. C'est un langage qui est trop... D'abord, c'est culpabilisant, c'est-à-dire qu'au fond, le monsieur, on lui dit, vous prenez du plaisir et vous vous suicidez. Ce qui est inentendable. Inentendable, c'est pas possible ça, ils ne veulent pas le croire. Et donc la réalité objective, organique, n'a rien à voir avec ce que le sujet a décidé d'avoir à un moment donné de sa vie, qui sera le moteur du changement. On arrête plus de fumer pour se sentir libre et se sentir respirer que pour protéger ses artères. Je le crois aussi. Voilà. Parce que c'est paradoxal, 95% des cancers du poumon sont chez les fumeurs. Bon, c'est une réalité statistique que tous les épidémiologues ont constatée. Eh bien, c'est fâcheux de penser que les gens se fabriquent des cancers et meurent 10-15 ans avant tout le monde parce que fumer c'est convivial, fumer c'est bon avec le café, fumer ça déstresse, etc. Donc c'est cette petite histoire de rien du tout qui génère des grands effets, des effets catastrophiques. Et je trouve qu'il y a une forme de tragédie épouvantable. Mais ça n'arrête pas les gens, ça ne permet pas aux gens d'arrêter de fumer. Je voudrais juste, au sujet de l'addiction, parce qu'après j'ai un autre sujet très intéressant pour vous poser une question. Je voudrais juste vous poser une question, et j'espère que ça va rassurer l'audience. Dans votre expérience en tant que spécialiste, spécialisé dans la dictologie, donc vous en avez beaucoup de gens qui vous visitent en cabinet pour demander votre aide, pas pour arrêter de fumer, mais pour devenir libre, pour pouvoir respirer à plein poumon. Il n'y en a pas beaucoup, ils préfèrent la cigarette électronique à ce moment. Et donc, dites-moi, Dr Dany, est-ce que vous avez un taux de succès, quand je dis vous et la personne qui va vous voir, est-ce que le taux de succès, on va dire de chaque 100 personnes qui vont vous voir, est-ce qu'il y a un taux de succès élevé ou pas? Dans la pratique, dans la réalité. Après, ce que vous avez expliqué, c'est très bien, c'est génial. Mais dans la pratique, vos patients qui vous visitent, ils arrivent vraiment à se libérer de cette addiction? Mais je n'en sais rien, figurez-vous. J'ai essayé au début, quand j'ai commencé à faire ce travail, j'ai essayé au bout de quelques mois de pratique d'établir un questionnaire pour savoir quelle influence je pouvais avoir sur le comportement des gens qui étaient venus me voir pour arrêter de fumer. Oui. J'ai envoyé un questionnaire. Et très peu de gens m'ont répondu. Il y avait même une enveloppe timbrée. En plus. Donc j'ai renoncé et j'en ai conclu que ma tâche n'était pas de m'adresser à une population, mais de m'adresser à des individus. Et je me constate que dans le changement, comme on le disait tout à l'heure, c'est une démarche qui est toujours très, très personnelle. Donc ça n'a pas lieu de... Je ne tiens pas de statistiques, donc je ne peux pas répondre à votre question, mais je suis le témoin parfois de changements et de gens qui sont ravis et qui sont même surpris de changer sans avoir produit l'ombre d'un effort. Ça, c'est mon plus grand ravissement, parce que là, je suis
je suis au fait de mon approche, quoi. Mon but, c'est que les changements s'opèrent sous l'auspice du plaisir d'être, et pas sous l'injonction. D'accord. Donc déjà, on peut dire à nos auditeurs et nos auditrices que peut-être il y a une croyance installée qui dit que le changement, il est difficile. Et ce que vous êtes en train d'inviter l'audience, c'est à regarder bien en face ça. Est-ce que c'est vraiment vrai ? Et vous invitez les gens à regarder. Est-ce que c'est vraiment difficile de changer ou c'est juste une croyance que j'ai et qui m'empêche des fois de faire l'expérience et dans la pratique, ça va être plus facile que je l'imagine? C'est une croyance que les gens ont, que le changement est difficile, effectivement. Et c'est ce qui les freine souvent pour aborder cette question, puisqu'on n'a pas envie d'aborder des questions qui sont difficiles. On est tous un peu feignants là, sur le plan du changement, et on n'a pas envie de la difficulté, quoi. On n'a pas envie de ça. On a des résistances. On n'a pas envie de se coltiner l'échec, et encore l'échec, puisque c'est un domaine... Regardez la nutrition. J'ai vu une statistique l'autre jour, 90% des gens qui font des régimes, c'est-à-dire qui se privent, échouent. 90%. Ouais. Et pourtant, on continue, quoi. On continue à priver les gens, et les gens se privent, et ils continuent eux-mêmes à se priver, à penser que ça, ils ne devraient pas le manger, ça non plus, etc. C'est pas vrai, tout ça. Mais ça m'invite à vous poser une question très pertinente. Pourquoi les gens, ils ont tellement l'habitude, nous, on a tellement l'habitude, on nous a formatés à penser que tout doit se faire par la volonté? Mais parce qu'on dit aux gens, si tu ne changes pas, c'est que tu n'as pas de volonté. C'est un leitmotiv, ça. Si tu n'arrêtes pas de fumer, si tu n'arrêtes pas de manger, si tu n'arrêtes pas de boire, c'est que tu n'as aucune volonté. Tu devrais arrêter de fumer, de boire, de manger. Donc si tu ne le fais pas, c'est que tu n'as pas de volonté. Alors que la volonté n'a rien à voir dans le sujet. Si elle a à voir, c'est vrai que parfois, la volonté permet aux gens de faire une expérience correctrice. Mais par ce biais, ils rejoignent le désir. Le désir d'être différemment, de ressentir des choses différentes. Pour moi, la volonté, elle peut être le complice du désir. Elle ne peut pas en être le moteur, l'initiateur, l'initiatrice. Ce n'est pas possible. Le désir est premier. Et la volonté peut éventuellement venir à la rescousse, ponctuellement, comme ça, par petites touches. Mais rien de plus. Rien de plus. D'accord. Alors, si on prend ce que vous avez donné un exemple de la diététique, et justement, hier, quelqu'un m'a posé une question, donc j'ai parlé qu'on allait vous avoir en antenne, et la personne en question, elle m'a dit, j'aimerais bien savoir l'avis d'un spécialiste sur, aujourd'hui, on parle beaucoup de compatibilité alimentaire, c'est-à-dire cet organisme-là, ils font faire un bilan pour dire quels sont les aliments qui sont compatibles avec le corps. Docteur Dany, est-ce que ça, c'est vraiment une réalité? Il y a cette incompatibilité, ou est-ce que c'est plutôt un côté du marketing qu'il y a derrière et qu'on est en train aussi de nous mettre dans une nouvelle croyance pour arriver à vendre certains produits et pas d'autres? C'est aborder la question de l'alimentation sous son angle biologique. Or, l'alimentation est un acte complexe, qui est un acte complexe dont le premier temps, et j'en suis toujours là, est le plaisir. Le plaisir de manger, toujours le plaisir. Notre guide à tous. Le plaisir de manger, ensuite la satiété, c'est-à-dire je ne manque pas. Et après, la santé, c'est-à-dire j'ai apporté à mon corps, dans l'intimité de sa cellule, qui est l'unité fonctionnelle de notre organisme, qui est tout, j'ai apporté à ma cellule l'énergie dont elle a besoin, les micronutriments dont elle a besoin, et voilà. Donc c'est un acte complexe de manger. Alors je dois choisir ce que je mange face au désir que je sens? Absolument, absolument. Ça me fait penser un peu à l'instinct. Tu disais? Oui. Donc, c'est comment ils appellent ça, instinct? Oui, mais en même temps, nous avons quand même des connaissances biologiques, physiologiques qui ne sont pas innocentes quand même. Nous savons qu'il faut manger des protéines, ou qu'on aille les chercher, les protéines, qu'elles soient végétales ou animales, peu importe. Mais on a besoin de protéines parce qu'on a des muscles, parce que notre foie a besoin de fabriquer des anticorps, des enzymes, et que tout ça sont des protéines, et que sans protéines, il n'y a pas de vie. Donc, on a aussi besoin de glucides et de lipides, pas de n'importe quel lipide, mais plus d'oméga 3 que ce qu'il y avait dans notre alimentation. Si vous voulez, la recherche scientifique apporte des billes quand même intéressantes et qu'il faut connaître. On peut pas. C'est pour ça que je suis un peu
réticent devant ces théories qui prennent un élément de la démarche nutritionnelle et qui le mettent en exergue. Moi, il faut tout. Il faut le plaisir, la satiété et la santé, quoi. La santé, j'entends la stabilité du poids, j'entends aussi le bon fonctionnement du corps, quoi. Réduire. Vous comprenez, il faut les trois. Et moi, je travaille comme ça. Je dis aux gens, on va faire des expériences, une fois de plus, des expériences nutritionnelles, et vous me direz si vous avez eu du plaisir, de la satiété, et si vous perdez du poids, parce que je vois c'est des gens qui veulent perdre du poids, donc parce que ça participe à leur santé de perdre du poids aussi, mais je veille moi à ce qu'ils aient tout ce qu'il faut aussi dans leur assiette. Qu'il n'y ait pas de carence. Tout à fait, qu'il n'y ait pas de carence. Donc, il faut les trois facteurs. Vous comprenez bien que s'il manque un des trois facteurs, plaisir, satiété, santé, nous sommes forcément en échec au bout du compte. S'il n'y a pas de plaisir, si les gens s'emmerdent autour de l'assiette, c'est cuit. C'est cuit à court terme. S'ils ont faim, n'en parlons pas. Oui. Donc, et s'ils ne perdent pas de poids, c'est qu'ils n'ont pas introduit le changement nécessaire. Donc, il faut les trois. Il faut les trois facteurs, que les trois facteurs soient présents dans la démarche nutritionnelle. Et pour cela, j'en reviens toujours à l'idée de vigilance. Il faut que les personnes soient vigilantes à cet acte fondamental, qui est peut-être l'acte le plus important que nous produisions tous les jours, qui est l'acte de manger. Il n'y a pas d'acte plus important que celui-là, puisqu'il n'y a pas d'acte plus intime que celui-là. On est d'accord. Donc, je dois penser à ce que je vais mettre dans mon assiette. Or, aujourd'hui, on parlait de société consumériste. Moi, je suis surpris de voir la plupart des personnes confier à d'autres l'acte de manger. Oui. Le prêt à manger aujourd'hui est excessivement... Moi, quand je vais au supermarché, je suis surpris de voir tant de plats préparés. Je me dis, mais qui c'est qui mange ça, quoi? Les gens n'ont pas le temps de se faire des lentilles, des haricots verts, de faire cuire une viande, des œufs, tout ça. Ils n'ont pas le temps. Ils en sont là. Et pour moi, le principal trouble du comportement alimentaire aujourd'hui, ce n'est pas l'anorexie, ce n'est pas la boulimie, ce n'est pas l'hyperphagie, c'est je ne m'intéresse pas à ce que je mets dans mon assiette. Ça, c'est une très très bonne réflexion. Quand on parle d'épidémie, d'obésité, on parle de ça en fait. Je mange parce que j'ai faim. Voilà. Mais en quelque sorte, si vous me permettez, docteur Dany, vous êtes en train de parler de l'estime de soi. Absolument, mais je ne parle que de ça. Je ne parle jamais que de ça. Donc, on est en plein... C'est vraiment le centre névralgique de la question. Oui, absolument. C'est l'estime de soi. L'estime de soi, le soi, tout simplement. C'est le soi. Oui, tout à fait. Oui, absolument. Parce que une personne, par exemple, qui veut travailler sur son poids parce qu'elle est en surpoids, est-ce que le côté émotionnel, il joue un rôle... Bien sûr, souvent. Très souvent. La mésestime de soi, tiens, puisque vous en parlez souvent. La mésestime de soi, la peu de confiance en soi, les gens qui mangent, c'est encore une tentative pour se donner un petit plaisir qui masquerait une angoisse, qui tenterait de masquer une angoisse. Mais c'est-à-dire, si elle n'est pas dans le moment présent, si je comprends bien, qu'elle est trop dans ses pensées, elle est en train de reproduire un comportement pour lequel elle a été formatée. Elle n'est pas sur l'écoute de son corps, elle est sur l'écoute de ce qu'on a dit qu'elle devrait faire. Voilà, ou qu'elle a fait déjà et qui lui ont apporté du plaisir. Quelqu'un qui va manger 2 plaquettes de chocolat par jour, va éprouver du plaisir à manger du chocolat. Oui, je connais pas mal. Il y a du plaisir, mais il n'y a pas le reste. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Il n'y a pas l'élément santé, il n'y a pas l'élément satiété. Il y a simplement un plaisir immédiat. Parce que dans le rapport aux addictions, on n'en a pas parlé de ça aussi, c'est important. Oui. Il y a toujours un rapport à l'immédiateté. Il y a une intolérance à la frustration. Il faut que ça aille vite. Le plaisir tout de suite. Et puis on verra plus tard. On verra plus tard les conséquences. Mais si on veut bien les observer, mais c'est pas sûr. Mais on va dire les générations précédentes, elles étaient plutôt formatées pour le bénéfice, comment dirais-je. Donc les gens, je me souviens de vraiment l'éducation de mes parents ou des grands-pères, ils avaient une habitude de faire quelque chose, mais attendre à avoir le bénéfice plus tard, de ne pas chercher tout le temps le bénéfice dans les médias. À votre avis, qu'est-ce qui a changé pour que la société aujourd'hui, elle soit tellement prise par tout ce que c'est immédiat? Donc on veut tous immédiatement.
Ben, les propositions qui sont faites aux gens, hein, elles sont multiples, elles sont permanentes. Hein. L'invitation à consommer toutes sortes de choses est là présente, ce que nos anciens n'avaient pas. Hein. Donc c'est, Voilà, je dirais même oui. qu'on va chercher là-dessus. C'est le moteur pour créer nos envies, c'est d'aller, vous allez l'avoir tout de suite. Voilà, vous allez avoir tout de suite ce plaisir-là. Et puis c'est vrai qu'en même temps, ils sont très performants sur le fait de donner du plaisir. Hein. Ils ne font pas que des mauvaises choses. L'industrie agroalimentaire fait des produits qui sont très, très goûteux. Hein. Ça me rappelle une histoire. Un jour, je vais en Bretagne et puis je m'étais un peu perdu. J'arrivais donc à destination et puis il y a une dame âgée qui marchait le long de la route. Je m'arrête et je dis, Madame, vous connaissez telle ferme là? C'était une chambre d'hôte. Hein. Elle me dit, oui, elle me dit, c'est là où j'habitais quand j'étais enfant. Vous savez, c'était l'époque, elle me dit ça en 30 secondes, c'était l'époque où on battait le blé avec le fléau par terre, là. Et puis c'était l'époque où c'était patatelard tous les jours, patatelard. Oui. Mais c'est vrai que avant, les gens mangeaient des plats traditionnels que nous avons gardés, que nous avons améliorés, hein, puisqu'on met de la saucisse dans les lentilles aujourd'hui, ou de confit de canard. Mais les lentilles, ça suffisait. Oui. Et d'ailleurs, on l'a laissé tomber. On a laissé tomber ce genre de produits, les légumineuses. Peu de gens en mangent, de compte fait. Oui, de moins en moins. Tous les produits qui sont intéressants nutritionnellement ont été abandonnés au bénéfice de produits qui sont raffinés, donc qui sont des calories vides. Le pain blanc, mon père était boulanger, et au sortir de la guerre, les gens ne voulaient que du pain blanc. Parce qu'ils en avaient marre du pain noir. Mais le pain noir, sur le plan, bien sûr, il évoquait l'occupation, la guerre. Mais sur le plan nutritionnel, c'était autre chose que le pain blanc. Le pain blanc, c'est du sucre. C'est du sucre, donc il apporte... Il manque les fibres, il manque les micronutriments, il manque l'essentiel pratiquement. Alors, si on parlait juste une question sur l'estime de soi, donc c'est un sujet qui est vraiment au centre de toute notre question. Quelle piste pourrait-on donner, docteur Dany, aux gens pour qu'ils commencent à se mettre dans la voie de travailler sur, on va dire, la meilleure main de son estime, de l'estime de soi? Quelle piste on pourrait donner à l'audience pour qu'ils commencent à faire des différents choix dans leur vie pour pouvoir améliorer cette sens de soi? Mais identifier les problèmes à résoudre, hein. Les problèmes les questions qui se posent à eux, déjà, l'identifier avec bienveillance et se confronter. Essayer d'apporter des solutions avec beaucoup d'humilité, en prenant le risque de se tromper, en prenant le risque de décevoir, parfois. Mais là aussi, je pense qu'il y a un frein très important, c'est que les gens, ils ont peur de commettre des erreurs. Oui, ils ont peur de commettre des erreurs, ils ont peur de décevoir aussi. Oui. Ils ont peur de la culpabilité, et donc il faut affronter tout ça. En fait, l'estime de soi, ça comporte une question fondamentale, mais il y a toujours une question préalable. Je pense que les prémices sont fondamentaux. C'est-à-dire que, comme on les pose, les prémices, le reste va suivre. Oui. Je crois, quels sont mes besoins, en fait?